Sébastien Loutreloup, bonjour. Bonjour. Sébastien, nous sommes venus vous rencontrer parce que nous avons vu dans la presse récemment, notamment associé à Al Gore, l'ancien vice-président américain, presque président, hein, ça s'est joué à quelques voix en Floride face à George Bush à une époque. Comment vous retrouvez dans la libre Belgique associé au nom d'Al Gore ? Bien, en fait, Fox News, donc une grande chaîne de télé américaine, a mis en ligne une vidéo qui montre que Al Gore, le titre c'était Al Gore a menti. Et pourquoi? Parce qu'il comparait deux images de la banquise en 2012 et en 2014. Et il montre qu'entre les deux images, la banquise en 2014 par rapport à 2012 a augmenté de plus de la moitié. Et ils disent que Al Gore a menti parce que Al Gore disait justement en 2007 que la banquise allait diminuer en taille. Mais le problème, c'est que Fox News a absolument menti sur ces deux images-là parce qu'ils ont pris des images à des saisons différentes. Et donc, ce qui n'est absolument pas comparable. C'est comme si on comparait la quantité de feuilles sur un arbre en été et la quantité de feuilles sur un arbre en hiver. Évidemment qu'il va y avoir une différence abominable. Il racontait quoi le message d'Al Gore? On rappelle, hein, c'était un film qui est sorti aux alentours de 2006 peut-être. Oui, 2006-2007. C'est ça, qui s'appelait une vérité qui dérange. Quelle était la vérité que portait Al Gore à ce moment-là? Mais la vérité qu'il voulait faire passer, en tout cas le message qu'il voulait faire passer, c'est que les activités humaines, par leurs émissions de gaz à effet de serre, donc notamment le CO2, c'est surtout lui qui est visé, entraînaient justement un réchauffement climatique qui va avoir de graves conséquences un peu partout dans le monde. Là où Fox News a clairement fait de la désinformation, vous l'avez dit, Al Gore lui aussi allait un peu loin dans sa démonstration. Oui. Donc il est fort démagogue dans sa démonstration. Et justement, il utilisait plutôt un message politique derrière qu'un message scientifique. Et donc pour faire passer son message politique, il a pris plein de nuances qui sont relativement démagogues et qui ne sont pas scientifiquement correctes. Et donc il exagérait, il était alarmiste et il voulait faire passer un message qui fait peur à la population pour que la population réagisse. Avec quoi, par exemple? Par exemple, je prends cet exemple-là parmi tant d'autres, mais le lac Tchad. Voici le lac Tchad, autrefois l'un des plus grands du monde. Il s'assèche depuis plusieurs décennies et aura bientôt totalement disparu, ce qui complique grandement les problèmes que connaît déjà la région. On entend derrière le message qui dit que le lac Tchad a diminué en superficie et s'est asséché. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un réchauffement climatique. Enfin, le réchauffement climatique fait en sorte que dans cette région-là, le lac Tchad s'évapore. Or, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que les rivières qui amènent l'eau dans le lac on a construit des barrages sur ces rivières-là, donc le débit de ces rivières-là a fortement diminué. Et en plus, la population autour du lac a été multipliée par 2 en 30-40 ans. Et donc, ce qui implique que les populations, évidemment, elles doivent boire, elles doivent irriguer leurs champs pour la culture, et donc elles ont été puiser l'eau justement dans ce lac pour alimenter leurs champs ou pour boire. Et donc, d'un côté, on a un arrêt des débits, enfin, en tout cas une forte diminution des débits des rivières qui amènent l'eau dans le lac, et d'autre part, on a un plus gros puisement de l'eau de ce lac-là. Donc forcément, le lac, il n'a pu faire qu'une chose, c'est diminuer et s'assécher. Ouais, ce n'est pas le réchauffement climatique qui a produit ça. Alors peut-être que le réchauffement climatique va avoir une conséquence sur ce lac-là, mais en majeure partie, ce n'est pas dû au réchauffement climatique. Depuis ce film, on y fait souvent référence quand on aborde les questions climatiques. Est-ce que l'exemple du lac Tchad est un exemple isolé ou bien est-ce que tout son discours était construit comme ça d'exemples un peu détournés? Effectivement, tout son discours était rempli d'ailleurs d'exemples parce que c'est par l'exemple qu'il montre qu'il y a un réchauffement climatique. Et pendant tout le film, il fait plein de petites allusions comme ça. Alors je ne dis pas qu'il a tort à 100%. C'est certain que le réchauffement climatique joue, mais le réchauffement climatique joue de toute manière sur l'ensemble de notre environnement. Mais il va chercher des exemples qui sont très alarmistes, mais qui n'ont pas justement ils ne sont pas dus 100% en tout cas au réchauffement climatique. Il y a d'autres faits dont il ne parle pas. On va encore le laisser un petit peu infuser parce qu'il met un certain temps à infuser. Pourquoi est-ce qu'il fait ça, Al Gore? Mais parce que je pense qu'au fond, Al Gore est un politicien. Et on le voit bien tout au long du film, il a tout le temps des messages politiques cachés dans un message pseudo-scientifique. Il n'est pas un scientifique. Et donc le but qu'il voulait faire passer, je ne suis pas politicien, donc je n'ai pas envie de m'aventurer là-dedans, mais c'est plutôt le message politique derrière. Donc moi je suis mieux qu'un autre, en fait.
Et pour moi, c'est pour ça qu'il a été démago à ce point-là. Et maintenant, à la fin du film, on voit qu'il veut faire réfléchir la population sur l'ensemble des causes du réchauffement climatique et pour sensibiliser un peu la population. Mais à titre personnel, je ne suis pas sûr que c'est en faisant peur aux gens que ces personnes vont réagir. On se trouve donc entre l'exemple de Fox News qui fait de la désinformation et d'Al Gore qui en a fait aussi. Est-ce que c'est si difficile de communiquer correctement sur le climat ? Mais le climat est une machine extrêmement complexe. De un, et de deux, en plus, les humains ne sont pas sensibles au climat. Pourquoi ? Parce que le climat est justement quelque chose de moyen, sur un long terme. Nous, on est sensible à la météo. Donc demain, on va avoir l'arrivée d'un front froid, on va avoir de la pluie, la température va chuter de 5 degrés, mais ça, c'est de la météo. C'est à très court terme. Le climat, c'est quelque chose de sur le long terme. Donc c'est minimum sur 30 années qu'on fait des moyennes climatiques. Et donc l'humain n'est pas sensible à ça. Et donc du coup, c'est très difficile de communiquer derrière, parce qu'on va dire aux personnes, regardez, le climat va se réchauffer de 2-3 degrés dans les 50 prochaines années, mais les personnes, on ne va pas sentir cette augmentation-là. Par contre, on va ressentir l'augmentation de phénomènes, comme par exemple en Belgique, on va avoir une augmentation peut-être des orages, ou de plus de précipitations. Mais tout ça, ça se fait sur le long terme. Donc quand les médias viennent reprendre des informations comme de quoi on va avoir, regardez, il y a eu cet été-ci plusieurs séries d'orages, de tornades, etc. Tous les médias se sont rués dessus et on dit, regardez, en fait, le réchauffement climatique va introduire en Belgique beaucoup plus de phénomènes de ce genre-là. Mais ce n'est pas vrai. On ne peut pas relier un phénomène comme ça, ponctuel comme une tornade, au réchauffement climatique. Par contre, si dans les 30 prochaines années, le nombre de tornades augmente d'année en année, là on pourra dire, regardez, là c'est un signe du réchauffement climatique. Mais ce n'est pas sur une année, un été, comme on a eu cette année-ci, qu'on peut déduire un réchauffement climatique. Est-ce qu'il se passe quand même quelque chose au niveau climatique, ou bien le message d'Al Gore était purement alarmiste et absolument pas cohérent par rapport à la situation? Non. Donc, il y a réellement un réchauffement climatique et on le voit à travers différents indicateurs, comme par exemple la hausse du niveau marin, comme par exemple la fonte de la banquise, la fonte des glaciers continentaux, comme le Groenland. Il y a tout plein de petits indices comme ça qui nous montrent qu'il y a un changement climatique qui est très probablement dû à l'homme également, mais il y a toujours eu un réchauffement climatique. Non, c'est pas un réchauffement climatique. Il y a toujours eu une évolution du climat. Donc des fois le climat se réchauffe, des fois le climat se refroidit. Donc là, effectivement, on doit bien constater que le réchauffement est dû à l'homme parce qu'il a émis beaucoup de gaz à effet de serre. Mais ce n'est pas pour ça que tous les maux de la Terre qu'on a actuellement sont liés au réchauffement climatique. C'est ce que proposent un peu les médias actuellement. On a l'impression qu'on nous sort le réchauffement climatique à toutes les sauces. Pourquoi les médias font-ils ça ? Mais les médias doivent avant tout communiquer. Et ils doivent communiquer sur quelque chose d'actuel. Et le réchauffement climatique est justement un sujet très porteur. Parce que, avec ce discours d'Al Gore qu'il a eu en 2006-2007, il a introduit comme ça un alarmisme au sein de la population mondiale. Et donc les médias aiment bien reprendre toutes les petites preuves, les pseudo-preuves, parce que ce ne sont pas des preuves, les pseudo-preuves de réchauffement climatique pour dire « Regardez, il y a bien un réchauffement climatique ». Et on réintroduit comme ça, un peu tous les mois, il y a bien un phénomène ou l'autre qui apparaît, on réintroduit un petit peu de la peur dans la population. Les inondations qu'on a eues cet été dues à des gros orages, est-ce que c'est lié au réchauffement climatique ? Par exemple, ces inondations, pas forcément dues à un orage, mais les inondations en général augmentent. Ça, on le constate. En tout cas, les dégâts augmentent. Mais ce n'est pas forcément dû au réchauffement climatique. Depuis 50-60 ans, la population en Belgique n'a fait qu'augmenter. Mais toute cette population-là, il faut bien la loger quelque part. Et donc, on construit de plus en plus et on imperméabilise les sols. Donc pour une même précipitation dans les années 50, quand on la retrouve dans nos années actuelles, eh bien, il y a beaucoup plus d'eau qui arrive à la rivière, et donc forcément la rivière déborde. Mais ce n'est pas dû au réchauffement climatique, c'est une cause de l'urbanisation intensive que l'on observe dans nos régions. Un autre fameux dégât causé par les hommes, c'était le trou dans la couche d'ozone. On nous en a beaucoup parlé, on nous a beaucoup fait peur il y a une vingtaine d'années avec ça. Aujourd'hui, tout récemment, on vient d'apprendre, bonne nouvelle, le trou se referme grâce aux efforts
réalisés. Est-ce qu'on est en droit d'espérer la même chose au niveau du réchauffement climatique? Est-ce que les différents protocoles qu'on essaye de mettre en place permettront d'arrêter le réchauffement climatique ou est-ce que c'est peine perdue? Mais la problématique du trou de la couche d'ozone est complètement différente du réchauffement climatique. Donc le trou de la couche d'ozone, pour vous l'expliquer en 2 mots, le trou était dû à certains gaz qu'on appelle les gaz CFC. Et c'est des gaz que l'on retrouvait dans les systèmes de réfrigération ou dans les extincteurs et dans divers autres appareils. Et le protocole de Montréal a décidé qu'il faut absolument interdire ces gaz CFC parce qu'ils sont en train de manger l'ozone stratosphérique. Et à partir du moment où on a décidé qu'on interdisait ces gaz-là, on ne les a plus du tout utilisés dans l'industrie et donc ils n'ont plus été émis dans l'atmosphère, puis progressivement ils se dégradent. Et comme il n'y en a plus dans l'atmosphère, l'ozone commence à se reformer. Mais l'avantage avec ces gaz-là, c'est qu'ils étaient présents seulement dans 2, 3, 4, 5 applications, et on pouvait facilement les interdire. Le réchauffement climatique, en revanche, lui, il est dû au gaz à effet de serre. Et le gaz à effet de serre, les 2 gros principaux gaz, il y en a beaucoup d'autres, mais ceux dont on parle, c'est le CO2 et le méthane. Or, le CO2, mais tout le monde en produit. Moi-même, pour le moment, je suis en train d'en produire. Dès qu'un humain respire, il en produit. La végétation, la nuit, en produit. Et toutes les activités humaines en produisent. Vous vous déplacez en voiture ou même en transport en commun, vous produisez du CO2. Et même si on arrive à arrêter toutes les sources humaines de CO2, il restera quand même dans l'atmosphère. Et donc le climat continuera quand même à s'échauffer. Et donc le plus important, en fait, ce n'est pas d'arrêter ce CO2-là, d'arrêter la production de CO2. Le plus important, selon moi, c'est de s'adapter au réchauffement climatique. Parce qu'il y a un autre élément qu'on n'a pas encore vraiment évoqué, mais qui est décisif aussi, c'est l'évolution de la démographie. Ah oui. On est beaucoup plus nombreux sur Terre et donc beaucoup plus nombreux à émettre du CO2. Effectivement. Donc dans les années 50-60, on était 3 milliards sur Terre. On est actuellement plus de 7 milliards sur Terre. Donc on a fait un boom de 4 milliards de personnes en une cinquantaine d'années. Mais toutes ces personnes-là, comme je l'ai dit tout à l'heure avec l'exemple des inondations en Belgique, toutes ces personnes-là, il faut les loger. Donc on imperméabilise les sols, il faut les nourrir également. Et nourrir comment? Avec l'agriculture, ou dans les pays plus industrialisés comme les nôtres, on utilise beaucoup l'élevage pour manger de la viande. Or, l'élevage demande aussi beaucoup d'agriculture. Et je parlais justement la semaine dernière avec un professeur de climatologie français qui me disait que dans les années 50, on cultivait le maïs seulement dans 2-3 régions en France. Pourquoi ces régions-là? Parce que les précipitations étaient suffisantes en été pour pouvoir donner assez d'eau au maïs, parce que le maïs est une culture qui demande beaucoup d'eau. Mais avec l'augmentation de la population, on a commencé à mettre du maïs un peu partout dans les régions, y compris dans les régions qui n'ont pas d'eau en été. Et donc pour alimenter les maïs en eau, on va puiser l'eau dans le sol, on fait des puits, on va chercher l'eau en profondeur et puis on irrigue les champs. Oui, mais le problème c'est que l'eau en profondeur, elle diminue aussi. Et alors là, on revient encore avec l'argument du réchauffement climatique. Regardez en été, maintenant tous les sols sont secs. Oui, mais non, c'est parce qu'on a eu une gestion déraisonnée de l'agriculture où on est allé chercher l'eau alors qu'on ne devait pas aller la chercher là pour cette agriculture-là. Et quand on évoque les catastrophes à venir, notamment avec l'apparition des premiers réfugiés climatiques, est-ce qu'on est dans la réalité ou dans la fiction? C'est une réalité. Donc si le climat continue de se réchauffer, la banquise, les glaciers continentaux vont fondre et vont faire en sorte que le niveau de la mer va augmenter. Donc il y a certaines îles, certaines zones côtières qui vont être complètement inondées par la mer. Et donc forcément, il va y avoir des réfugiés climatiques, qu'on appelle ça, qui vont aller plus loin dans les terres. Effectivement, c'est une des grandes conséquences du réchauffement climatique. C'est ça. Mais pour vous, il y a des éléments peut-être plus importants sur lesquels il faut s'intéresser, il faut se pencher maintenant que le réchauffement climatique. Effectivement, il y a une cause qui me tient particulièrement à cœur et que peu de personnes évoquent, sauf pendant les pics de pollution, c'est la présence des particules fines dans l'atmosphère. Ça n'a presque aucune conséquence sur le climat, mais en revanche, ça a une grosse conséquence sur la santé humaine. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument combattre, parce que ça, c'est très nocif pour la santé.
Et là-dessus, on peut jouer avec... Tenir un discours alarmiste, parce que là, ça devient grave. Le niveau des PM, des particules fines dans l'atmosphère devient inquiétant. Et là-dessus, il faut agir. Mais le réchauffement climatique, ma foi, il faut s'adapter à ce réchauffement. Le climat a perpétuellement, dans toute son histoire, évolué. Il évoluera encore avec ou sans les hommes. Cela dit, si ces discours alarmistes permettent de réduire un peu la pollution, c'est pas plus mal non plus peut-être. C'est pas plus mal, oui, mais je ne suis pas sûr que ça joue justement sur la population. Pour moi, il faut mieux informer la population et ne pas tenir un discours alarmiste quand il n'y a pas d'alarmisme à avoir. Sous peine de décrédibiliser le message. On décrédibilise complètement le message scientifique en prenant des positions comme ça. Bien, merci Sébastien Doutreloup pour cette première postée ensemble. Oui. Une dernière question peut-être, puisqu'on est quand même à l'Université de Liège ici. Est-ce que ce film d'Al Gore, est-ce que ces messages alarmistes concernant le climat ont boosté les inscriptions en géographie et dans la filière de climatologie? Hélas, non, ce film n'a pas boosté, ni même d'ailleurs tous les débats qu'on peut avoir à la télé. On reste plus ou moins dans un nombre d'étudiants relativement stable depuis que le master en climatologie s'est ouvert. Et vous, est-ce que ça vous a influencé? Est-ce que vous vous êtes inscrit dans la filière suite au film ou suite à ce type d'événement? Alors non, moi c'est un peu différent, c'est qu'en sortant de mes études primaires, j'ai voulu faire de la météo et travailler justement à prévoir les nuages, à étudier justement l'atmosphère qui nous entoure, mais c'est absolument pas, parce que d'ailleurs à l'époque on ne parlait pas de réchauffement climatique, et ce n'est absolument pas pour cette raison-là que j'ai fait la climatologie, c'est vraiment une passion pour le ciel en fait.